Bonjour à tous. Du coup, nous, pendant ces séminaires, nous avons découvert la ville de Dunkerque à travers la série Baron Noir. Et le but, c'était un petit peu de faire site pour réaliser et vous montrer ce qu'on a pu en faire et mettre en place. On va vous laisser peut-être retourner sur le site. On m'entend là? Ouais. Ouais, mais après on est bon. Vous pourrez retourner sur le site après coup, on va vous laisser le lien. Il y a même un QR code à scanner pour aller directement sur le site. Comme ça, vous pourrez vous balader un peu dessus. On a mis nos travaux de façon individuelle, parce qu'on était par petits groupes ou même seuls. Donc il y a des séquences qui sont accessibles en bas du site. Et sinon, on essaie de faire des liens entre nos différents travaux à travers cette mosaïque qui, à travers les différents lieux de Dunkerque, vont créer des liens entre nos travaux. Et donc on vous invite à les découvrir peut-être plus tard dans la soirée cet après-midi. Comme ça, par exemple. C'est un exemple pour... Voilà, donc ça c'est par exemple, t'as cliqué sur quoi là? Non, c'était juste pour montrer un exemple. Tu peux mettre la séquence architecture et narration? Ouais. Donc voilà, le premier travaux par exemple qu'on va vous présenter, c'est le travail de Baptiste et moi. On a choisi de s'intéresser aux architectures de Dunkerque à travers la narration donc, de Baron Noir, de voir comment ces architectures elles sont mises au service de la narration. Il y a vraiment un aller-retour qui se fait dans le discours entre ces formes construites et le scénario de Baron Noir. Et donc on a pu identifier des lieux comme des personnages supplémentaires à la série qui rajoutent donc du sens à la narration qui est déjà très présente à travers les acteurs. Et par exemple, la plage de Malo-les-Bains, qui est assez récurrente, elle va accompagner un peu les moments d'errance des personnages, donc de par cette absence d'architecture anthropique justement, parce que c'est un lieu donc très sans aspérité, très lisse, et c'est un peu sur ces lieux-là que la personnalité des acteurs, enfin des protagonistes, peut ressortir de façon plus naturelle, un peu plus libérée des contraintes politiques et des bâtiments qui représentent le pouvoir politique qui sont assez présents le long de la série. Et donc ça, pour chaque espace qu'on a analysé, donc c'est résumé donc, sur cette page qui est la nôtre. Et donc, ouais, vous cliquez sur un truc par exemple. Voilà. Et donc vous pourrez aller voir. Waouh. Voilà. Baptiste, est-ce que tu veux rajouter? Donc oui, là c'était l'idée que l'architecture est vraiment un personnage. Et par exemple dans cette scène, on voit les personnages descendre dans un escalier en colimaçon. L'architecture va servir le discours car pendant ce temps, en fait, c'est le personnage principal qui est dans une tourmente et qui explique qu'il est dans une spirale, du coup qui est explicité dans cette idée matérialisée par l'architecture. Un dernier mot. Je trouve que aussi avec la vision maintenant qu'on a de Dunkerque en le découvrant réellement, je trouve que les bâtiments, ils ont vraiment une autre image que ce qu'on a pu voir à travers la série. Et c'est aussi ça qui était super intéressant, le traitement par les cadrages, par les mouvements de caméra, de comment restituer une image différente et ouais, donner une image complètement nouvelle à des bâtiments que là on a découvert de façon vraiment différente, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi, avec le recul, peut-être une analyse en plus à faire et que vous pourrez faire aussi lors de l'arpentage. On va vous présenter ça peut-être plus demain du coup. Baptiste, tu peux montrer les autres. Ouais. Alors du coup, moi je me suis plus intéressée en fait lors de la série, c'était pour essayer de me repérer surtout parce que c'était assez compliqué juste à travers cette série de comprendre la ville de Dunkerque. C'était d'aller sur Google Maps juste et d'arpenter les rues pour essayer de situer un peu les zones qui étaient filmées. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément. Il y avait pas mal de quartiers qui n'étaient pas montrés, même des typologies. Et c'est ça que j'ai voulu un peu représenter, d'où le titre Ce qui n'est pas montré. C'est essayer de représenter. Alors, je me suis un peu inspirée aussi du travail des photographes allemands des Becker sur les typologies et essayer de montrer un peu les autres facettes de Dunkerque qui ne sont pas du coup montrées dans la série. Voilà. Ok, cartographie du coup. Donc du coup dans ce travail, un peu dans la même logique que le travail de Manon, en fait on a vu qu'à travers la série il y avait différentes choses qui étaient représentées, des populations, des quartiers, des architectures. Et en fait à travers un travail cartographique on a essayé en fait de mieux comprendre Dunkerque, de comprendre du coup ce qui était représenté dans la série et aussi comprendre ce qui n'était pas représenté. Donc je vais laisser la parole à Ravine
Et le but justement de ces cartographies, c'est de venir justement, au fur et à mesure qu'on identifie la ville et qu'on analyse, appliquer justement une superposition qui va venir créer des affordances de lieux et qui va montrer justement les zones où il va y avoir plus d'activités, moins d'activités, comment les gens peuvent s'approprier l'espace, quels sont les potentiels justement. Et le but justement c'était ça, c'était vraiment de cartographier l'ensemble de la ville et de ensuite pouvoir faire des diagnostics qui vont pouvoir mettre en avant des lieux qui pourraient subir des modifications ou autres, quels sont les lieux qui sont intéressants. Et du coup voilà, le but, justement tout à l'heure on en discutait et ça pourrait venir justement compléter ce que vous disiez tout à l'heure, du fait qu'on peut avoir accès à d'autres types de cartes que nous on n'a pas eu accès du coup, qui ne sont pas accessibles au public et qui viendraient justement approfondir ce travail-là. Du coup, par rapport à ce qu'on disait, par rapport au site, à la construction du site, du coup, sur la mosaïque qu'il y a sur donc la page d'accueil du site, on va donc avoir des croisements entre ces cartes qu'on a fait, ces analyses, et du coup des images de la série et du coup des travaux donc d'autres groupes. Donc là encore, il y a des choses qui vont se recroiser. Donc voilà, bon, on vous laissera découvrir le site plus tard. Voilà. Alors je me suis intéressée. Vous m'entendez ? Ok. Je me suis intéressée aux lieux de pouvoir et de contre-pouvoir et comment la série s'était approprié le décor politique. Donc comment elle a construit ce décor et en quoi ce décor pouvait amener une crédibilité à l'intrigue. Donc j'ai fait plusieurs catégories en fonction du type d'architecture. Et est-ce que tu peux t'arrêter sur une image ? Merci. Et est-ce que tu peux passer la souris sur l'image ? Et donc pour chaque screen qui a été tiré de la série, il y a une fiche analytique donc, qui regroupe plusieurs informations. Donc déjà le lieu fictif, donc par exemple ici c'est une usine, le type d'architecture, donc des bâtiments industriels, le degré d'apparition du lieu, l'intrigue, la forme de pouvoir identifiée, donc est-ce que c'est un pouvoir officiel, officieux, est-ce que c'est un contre-pouvoir, et ensuite identifier la stratégie des scénaristes, donc quand est-ce que le lieu apparaît, quelle est l'intrigue en cours, essayer de faire le lien, le rapprochement entre les deux. Donc voilà, donc si vous voulez aller voir plus tard sur le site, donc il y a plusieurs catégories. Donc là par exemple ici ça parle de tout ce qui est patrimoine et comment les bâtiments historiques en fait amènent de la crédibilité à l'intrigue, puisque là on est censé se trouver à l'Élysée et les scènes n'ont pas toutes été tournées dans l'Élysée. Donc quel décor ils ont choisi par exemple. Donc là on a donc c'est censé représenter la lanterne, donc la résidence secondaire présidentielle, et en fait ça a été tourné donc dans le château de Steen. Voilà. Aussi je me suis intéressée à l'espace public et comment dans l'espace public s'exprimait le pouvoir, par exemple sous des formes de propagande avec les affichages ou la distribution de tracts devant la gare de Dunkerque. Voilà. Donc ensuite il y a plusieurs catégories, les sièges de parti, voilà, je ne vais peut-être pas tout décrire, mais et les lieux scéniques. Du coup, moi, je me suis intéressée au beffroi et aux transitions qu'on retrouve dans la série. Et quand je parle de transition, je parle de la stratégie mise en place dans la série, parce que je ne sais pas si vous avez tous regardé la série Baron Noir, mais elle se joue principalement entre Dunkerque et Paris. Et du coup, ce que j'ai remarqué pendant les transitions, quand on quittait de Paris pour arriver à Dunkerque, c'est comment ils ont décidé de nous présenter la ville, et ce qui apparaissait toujours dans ces transitions, pour qu'on reconnaisse qu'on vient de quitter Paris et là on est arrivé à Dunkerque. Et la remarque que j'ai faite, c'est que peu importe, la plupart du temps, dans la plupart des scènes qu'on retrouve dans la série, peu importe où on se trouve dans Dunkerque, ils décident de nous montrer le beffroi de la mairie. Et ça m'a fait
reconnaître en fait à quelle importance le beffroi il a dans cette ville et pourquoi aussi, quand par exemple ici, si je peux t'arrêter, là on voit la maison de Rikvart, oui. Et là, après, derrière, on va voir qu'il y a le beffroi, qu'on regarde les plans, en fait. Si tu peux aussi remonter, s'il te plaît, Baptiste. Oui, là, par exemple, c'est une scène où ils sont sur la terrasse de la halle au sucre. Et là aussi, derrière, on peut voir, et aussi plus haut, là, on peut même voir quand Vidal il s'en va sur la terrasse, on peut même regarder qu'ils ont utilisé le reflet de la façade pour nous montrer ce qui se passe derrière. Et là, on reconnaît toujours le beffroi de la mairie. Donc, du coup, c'est sur ça que je me suis basée pour voir, pour pouvoir analyser. Et là, on est sur au dernier étage de la tour de Reus, ou la tour abandonnée sur l'étage panoramique. Et là, on voit une carte mentale où toutes les scènes, je les ai placées, comme par exemple la Malo-les-Bains, la halle au sucre. Et là, le point rouge, c'est vraiment le point principal, en fait, que les scénaristes ont choisi, peu importe où ils se plaçaient dans Dunkerque, qui nous mène directement au beffroi de la mairie. Et après, en dessous, vous pouvez trouver des vidéos, des scènes en question, des transitions entre Paris et Dunkerque. Comment ça fonctionne. Voilà. D'ailleurs, à savoir qu'il y a quand même pas mal de noms assez obscurs là, entre Vidal, Rikvart et compagnie, et je suppose que vous n'avez pas vu Baron Noir. Et donc il y a aussi une partie synopsis si vous voulez ne pas regarder les 3 saisons, ce que je peux comprendre. Donc voilà, il y aura un résumé plus abordable, je pense, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe un peu derrière ces architectures qu'on vous montre. Oui, donc, non. Au-dessus. Participation des personnages. Et donc, le titre de mon travail, c'est Partition des personnages. Et parce que dans la série, je sentais une forte présence de partition où chaque personnage a son habitat unique. Et il me semble que leur pouvoir s'attache au territoire où ils habitent. Donc mon travail, c'est d'identifier ces partitions socialement et politiquement, ainsi que les mises en abîme avec la réalité de Dunkerque, et pour voir à quel point ce qui est montré dans la série est proche au réel. Ok, we can go more part. Okay, wait. I'm going to speak in English, sorry, because I'm from Brazil and my French is not that good. So in this part, we talk about the cartography of the imaginary. So it's divided into parts. The first is a more logical way of seeing cartography, that is what is more common for us, that is to see exactly the place where things are seated. So here it's mapping the places where the principal places that the series happens, and are made some connections, so you can, sorry. So as you walk in this map, you can click and see exactly where is every spot, and somehow these connections that are made, these different lines, they all have a different meaning of connections that are happening during the series, like the center, the connection through the space of work, that is the city hall, and the house of where Rikvart, that is the principal personage, work. And with that, you can go down. Okay. And then you can click. So if we extract all the points and see the different connections that are made, we can see these different lines that comes together. And then we can, it's made a different work, that's the second part, that is seeing how the imaginary thing happens. So what is the real connection that happens during the series? What is the connection through the industrial zone
and the place where required works. And these are divided in these 4 places. You can go to the next one. Okay, that is the zone industrielle, the zones peripheries, and how it's all connected in one cartography. And that's it. Sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, je pense qu'on a fait le tour. Après, c'est quand même un travail qui a pris de l'ampleur et c'est sur 3 saisons d'une série vraiment complète. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des questions et si vous voulez poser des questions, évidemment, on peut y répondre. Voilà. Et s'il n'y a pas de questions, pose club. Qu'est-ce qu'il y a dans la case bingo? Est-ce que autorisé? Je sais pas, moi je pense qu'on peut en parler dès maintenant. Après, c'est aussi vous qui mettiez des réserves. C'est pour demain l'arpentage. Non, oui, c'est demain, c'est ça. C'est pour l'arpentage qui va vous faire découvrir nos réflexions à travers Dunkerque et découvrir peut-être la série Baron Noir à travers les lieux qu'elle a empruntés à Dunkerque. Et donc pour ça, on a mis un petit jeu en place, comme un bingo, le Dunkerque bingo, attention. Et donc il va falloir retrouver un peu les endroits qu'on a mis dans ce bingo, qui sont assez peu explicites, on a essayé. Après, on a fait aussi une présentation assez exhaustive, donc si vous êtes malin, il y a moyen de trouver sur le site des informations. Et donc le but, c'est d'aller chercher tous ces différents lieux qui sont dans le bingo et de rapporter donc, une image peut-être prise avec votre téléphone portable. Descends un peu d'ailleurs, si tu veux montrer le sujet. N'en dites pas trop. Ouais, on dit pas trop. On en reparlera peut-être demain. Voilà. Donc gros suspense, le Dunkerque bingo. Non, pas plus. Il y a peut-être d'autres questions. Remarque. Moi, je ferai une remarque Le micro. par rapport à ce qui a été présenté ce matin. Prenez peut-être le filet, on va faire l'inverse. On nous a expliqué finalement que Tenez, filet. les initiatives qui ont pu être faites avec Henri sont le fruit d'une relation directe avec les politiques, en gros, hein, en châtant, mais c'est pas du tout péjoratif de ma part, en châtant tout le processus administratif. Ce qui n'est pas le cas de l'autre en rue qui, lui, est complètement dans cette machine administrative. Ce que je trouve intéressant, si on essayait de poser une question autour de la question du politique, c'est comment un scénario et un auteur de série dans une grande chaîne connue s'empare de son côté du paysage qui soit social, qui soit morphologique, qui soit naturel, qui soit architectural. Comment il s'en empare pour faire son travail, pour faire son produit. Je trouve qu'il y a la place du politique là-dedans qui est extrêmement important, que ce soit dans les processus de travail sur terrain, que ce soit dans un processus de travail à distance dans une production cinématographique, disons, enfin d'industrie cinématographique. Et cette question du politique, elle apparaît très peu souvent en général, et là, elle est très très présente. Et Dunkerque est une ville dans laquelle, enfin moi j'ai travaillé, c'est une ville dans laquelle le politique est très 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 présent. Donc je ne sais pas si vous avez, si cette question-là, évidemment elle est sur le Baron Noir, elle est présente et c'est très malin de vous avoir proposé ce sujet-là. Mais comment elle se confronte à la question du commun? Du coup, il y a quand même deux questions. Là, il y a la notion du commun et il y a aussi la notion de lien entre l'architecture et les formes de pouvoir. Ouais, c'est la même question. Hein. Ouais. Ok. Je peux faire des liens entre lieux d'architecture, enfin lieux de pouvoir et architecture, mais j'avoue que sur la question du commun, j'ai peut-être fait moins de liens à travers mon travail. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer, m'aider? C'est parce qu'on échangeait un peu tout à l'heure sur toute la carto aussi, enfin tout l'aspect analyse SIG. Je pense que c'est intéressant de creuser cette piste, compte tenu des données, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure, mais autant le partager maintenant, des données collectées par le service de la communauté urbaine, qui est un service SIG vraiment costaud,
avec des maquettes 3D, des élévations 3D, enfin on peut se promener dans les rues en 3D, des choses comme ça. Là-dessus, peut-être, cette question du commun, ce serait vachement intéressant de le poser à ce service. Et de comment on entre dans la ville par cette question-là. Où sont les lieux où les gens se rassemblent? Est-ce qu'il y a encore des lieux où les gens se rassemblent? Est-ce qu'il y a des espaces publics qui sont de vrais lieux de convivialité, de choses comme ça? Par exemple, il y a beaucoup de parcs, il y a quand même beaucoup de parcs à Dunkerque et dans tous les quartiers. Ils n'ont pas le même statut suivant les quartiers. Et donc de croiser ça avec les cartos, je sais pas, des revenus par habitant, par exemple, c'est pas mal. Enfin, ouais. Et ce que j'ai vu de la première saison de Baron Noir, effectivement, c'est hyper centralisé quand même. C'est voilà la question du beffroi, voilà. Tout est centralisé, alors que tout est beaucoup plus complexe, bien sûr. Et tout est diffus aussi. C'est ce que disait Anne aussi au début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le quartier des riches et le quartier des pauvres. Par contre, il y a quand même des communes beaucoup moins dotées que d'autres. Et il y a aussi l'enjeu sur la place du pouvoir lié à la commune riche. Parce que ça vient des taxes. Et même s'il y a eu la réforme, la commune de Grande-Synthe, par exemple, a un revenu communal par habitant, je crois, 6 fois supérieur à la commune de Saint-Paul-sur-Mer. Parce que, voilà, toutes les taxes industrielles vont là-dessus. Donc, les équipements publics sont complètement d'un autre ordre. Et ce, depuis des années et des années. Bref, et s'il y a eu une bataille politique, mais là je rentre dans l'histoire des batailles politiques à Dunkerque, le Parti socialiste du Nord, hein, quand même, hein, Michel Delbar, promis à la mairie de Lille. Et puis, court-circuit, Martine Aubry arrive. Donc, il y a des enjeux, effectivement, de l'histoire du Parti socialiste du Nord, jusqu'à cette élection dernière, où on est dans un dispositif un peu, je sais pas, parti de En Marche un peu là. Bon, ici ça s'appelle Dunkerque en mouvement, mais vous voyez le truc, quoi. C'est-à-dire un revirement, quoi. Et donc le Parti socialiste a battu. Et puis toujours une rivalité entre Grande-Synthe et Dunkerque, du fait du pouvoir financier de la commune de Dunkerque, de Grande-Synthe. Sachant son maire, à l'époque, enfin, le fils d'Alien Carême, voilà, sur tous les enjeux de migration. Parce que c'est là où il y a, voilà, tout se cristallise à Grande-Synthe. Et donc, les répartitions de pouvoir sont quand même beaucoup plus complexes à l'échelle d'un territoire, bien sûr, hein, et c'est pas une fiction qui va quand même... Enfin, c'est pas une fiction qui est là pour révéler ça. Parce que c'est ça, peut-être, le problème, comme vous le soulignez aussi dans les échanges qu'on a eus à un moment donné, c'est que les quartiers environnant le centre-ville ne sont pas du tout filmés. Même les parcs, vous parliez des parcs, ils ne sont pas du tout montrés. Après, je pense que c'est quand même une fiction qui s'appuie sur Dunkerque, mais du coup, ça ne va pas dissimuler des choses, mais ça met moins en avant une certaine réalité, c'est sûr. Et donc, c'est plus les lieux de pouvoir, les architectures de pouvoir qui sont montrées. Mais c'est vrai que du coup, on a moins cette image du commun qu'il pourrait y avoir dans les parcs, notamment, ou sur les places publiques. D'ailleurs, c'est assez marrant dans cette série, parce que c'est vraiment centré sur le rôle des politiciens, et voir un peu leur parcours politique et qu'est-ce qui peut se passer dans une carrière avec tous les changements de situation. Mais il n'y a pas tant de rapport direct avec le peuple, sauf quand c'est... je sais pas, s'approprier peut-être des lieux de grève, mais parce qu'il y a toujours un intérêt politique derrière. Et donc même dans Dunkerque, il n'y a pas tant d'échanges. Et au final, les lieux d'échange qui sont le plus mis en avant, paradoxalement, c'est les lieux, c'est pendant les trajets, on voit beaucoup les paysages et le peuple à travers la fenêtre, donc toujours avec une certaine distanciation. Et aussi quand il fait des trajets en train, notamment, là, il rencontre un peu le peuple, mais qui est du coup déconnecté de toute spatialité, donc c'est pas forcément des Dunkerquois. Mais donc ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément mises en avant à travers la série. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a une forme de réponse sur cette question de l'élision du commun qui peut se jouer à plusieurs niveaux. Il y a d'une part le fait, et ça on l'a très bien vu dans les échanges avec toi, Patrice Lebayec en particulier, au sein du séminaire, dans un échange visio, etc. Les étudiants, vous avez mis le doigt là-dessus, il y a
ça a été très rapidement montré, il y a un certain nombre de séquences qui traitent précisément de l'invisibilisation d'une partie du paysage au sein de la série et du fait de la série. Et la série travaille là-dessus, j'en suis certain, parce que c'est des mecs intelligents qui connaissent tout à fait la chose politique. Il faut quand même savoir que les scénaristes ont été, l'un d'entre eux a été consultant, conseiller auprès du Parti Socialiste, puis auprès de Mélenchon, etc. Donc c'est des gens qui connaissent vraiment ces enjeux-là. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, par rapport à cette question du commun, de l'articulation, de la dialectique entre res publicae et res publica. C'est une forme de confiscation des res publicae par la res publica. Ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, à un autre niveau, on pourrait dire aussi, ce qui nous avait amené l'année dernière à être vraiment tenté de venir à Dunkerque, et je crois qu'on a bien fait, c'est qu'en fait, et l'année dernière, on avait fait travailler les étudiants du séminaire sur 4 axes. Enfin, ils avaient, en définitive, travaillé sur 4 axes, qui étaient la question des transports, gratuité, parce que c'est le premier attracteur, gratuité des transports, la question des communs de la connaissance et des communs de la création, c'est-à-dire la bibliothèque, le FRAC, etc. La question du design participatif, en rue versus en rue, et la question de l'hospitalité versus hostilité. Et on se rend compte qu'à travers ces 4 axes, il y a une forme de gradation progressive qui nous tendrait peut-être vers une hypothèse de commun. Mais à travers ça, je pense qu'il y a une différence fondamentale établie entre ce qu'on appelle public et ce qu'on appelle commun. C'est-à-dire que quand on est dans le transport gratuit, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans le commun. On est dans la mission de service public allouée à la collectivité locale, etc. Voilà, ça c'est clair. Et c'est très bien comme ça. Mais ça, quand on est dans les communs de la connaissance qui sont distribués à travers des équipements dédiés pour, je ne suis pas sûr non plus qu'on soit dans du commun. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas fabriquer du commun au sein de l'équipement, mais il relève de l'autorité publique. Dans ce que vous fabriquez, malgré toute la critique qu'on peut faire, par définition, tout phénomène est critiquable, il y a quelque chose qui fait qu'on interroge, enfin, vous essayez d'interroger l'expertise habitante et vous essayez de faire en sorte qu'ils prennent, enfin c'est l'idée, et en définitive, les gens reprennent en charge leur propre. Là, il y a peut-être quelque chose qui tend vers. Et enfin, sur la question de l'hospitalité, hospitalité versus hostilité, enfin c'est comme ça que les étudiants l'avaient traité, dans le camp de la Linière, à Grande-Sainte, avec les Damien Carême, etc., on voit très bien qu'il y a des pouvoirs qui s'opposent. Il y a véritablement une sorte de prise en charge au local d'une question de l'hospitalité qui s'insurge contre la défaillance de l'État à cet égard, dans le conflit entre devoir d'hospitalité et, comment ils appellent ça déjà, sur quoi Derrida s'est insurgé, le délit d'hospitalité. Voilà. Le délit d'hospitalité. Il y a des très beaux mots de Derrida sur lesquels on pourrait revenir à l'occasion, peut-être demain dans l'échange. Et sans polémiquer, bien sûr, cet investissement, ce surinvestissement logique, hein, comme un homme politique élu sur cette question-là, au camp de la Linière et le Baron, a été un élément déterminant pour se faire reconnaître comme homme politique d'envergure et d'être aujourd'hui au Parlement européen. Une question qui était sur je ne connais pas du tout la série, je connais encore moins Dunkerque. Du coup, je me demandais si dans vos études de géographie, d'espace, d'architecture et de la relation au pouvoir, qu'est-ce que vous en aviez compris ou déduit du fait d'avoir choisi Dunkerque pour cette intrigue et comment ça nous montre à une autre échelle des questions d'architecture du pouvoir qui se joue dans une géographie des pôles politiques français à une échelle bien plus large. Déjà, on n'avait pas accès à Dunkerque, on ne pouvait pas s'y déplacer parce que Covid et tout le bazar. Donc c'était aussi un biais, la série Baron Noir, pour s'intéresser à Dunkerque. Et donc évidemment, il y a des bâtiments qui ont été plus mis en avant que d'autres niveau politique. Et comme on le disait, c'était beaucoup un discours supplémentaire, des lieux qui annonçaient vraiment le contexte de la scène qui allait s'y passer. Et ça a donc été très axé sur le beffroi à Dunkerque, la ZAC, le FRAC, le sucre. Et à chaque fois, ça... après, c'est pas forcément toute une partie, donc je vais pas pouvoir en parler plus précisément, mais il y a des lieux qui, par exemple, à Losuc, c'est souvent les discours avec un allié politique de gauche, enfin, pas forcément allié d'ailleurs, parce que Philippe Rigvart est au PS, et Michel Vidal est donc un parti qui se rapproche de la France Insoumise, mais qui est Debout le Peuple. Et donc les échanges, voilà, on peut le voir là en bas. Par exemple, ce lieu va accueillir beaucoup de scènes où il y a un échange entre deux partis proches, mais qui sont en même temps rivaux. Et donc ça permet vraiment la cartographie en fait va fragmenter, plutôt la carte de Dunkerque est fragmentée selon
un discours qui va se passer sur ces différents lieux en fait. Ouais. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que vous avez compris pourquoi on a choisi de tourner ça à Dunkerque? Parce que vous savez qu'il y a un marché des séries, enfin il y a tout un système de personnes qui entre guillemets présentent et vendent les villes pour qu'on y tourne ces genres de séries. Je sais pas, vous êtes peut-être trop jeune et moi je devienne vieille, mais quand Amélie Poulain a été tournée à Paris, le quartier où j'habitais moi-même à l'époque s'est transformé en quelques mois. Et ça a été repris et observé comme une sorte de ce qu'on appelle le marketing urbain, l'image des villes, etc. Donc ma question était dézoomer. Est-ce que vous avez pu dézoomer et comprendre? Je pense aussi c'est parce que déjà c'est une ville du Nord très importante et que voilà, c'est un peu le fait des ouvriers, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont sur justement la zone industrielle qui entre en compte. Enfin, je pense aussi qu'il y a l'architecture. Enfin, moi je suis assez d'accord quand même avec lui, c'est une architecture, c'est ça. On est quand même, comme je disais, avec des paysages hyper différents, avec des architectures qui sont quand même assez notables, notamment la zone industrielle qui est quand même extrêmement... Enfin, il tourne quand même pas mal de... Enfin, peut-être, je sais pas, mais un truc sur la zone industrielle qu'on a fait en haut, je pense qu'on avait plusieurs. Ouais, enfin, on a pas mal travaillé aussi dessus parce que c'est quand même un paysage qui est assez fort et c'est vrai qu'il y avait plusieurs problématiques comme ça qui étaient surtout mises en avant, donc je pense que c'est quand même une réponse à ça. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi rajouter. En fait, on peut constater dessus énormément de choses. Sur la série, on peut constater, sur le travail qu'on a fait avec la série, on peut constater beaucoup de choses. Je pense pas qu'il y ait, enfin, du moins, on n'en a pas trouvé d'informations exactes qui amènent à avoir choisi cette ville. Mais par déduction et par constat, on pense que ça peut être autant par les émotions qui sont dégagées par l'architecture, qui sont mêlées aussi avec le paysage, aussi par quoi ? Ah, pardon. Et enfin, ce que je veux dire juste, c'est qu'il y a plein de choses dans la série qui permettent autant d'accentuer le discours et le propos de la série, qui sont mis en valeur dans la ville de Dunkerque et qui permettent justement, par exemple, quand on va montrer les différents types de population, on va avoir Dunkerque qui est une ville où il va y avoir énormément de diversité aussi à ce niveau-là. Et peut-être qu'à ce niveau-là, on part déduction, hein, c'est pas forcément ça, mais ça peut justement être plus pratique, et vu qu'il y a l'impact politique qui est très présent, enfin, il y a peut-être tous ces constats-là qui ont fait que Dunkerque a été bien choisi pour ça, justement. Juste pour vous préciser, donc il y a bien une cellule cinéma à la ville de Dunkerque. Elle est rattachée directement au cabinet du maire et à la direction de la communication. Donc c'est aussi un choix de marketing qui est venu, qui a été créé avant le film de Christopher Nolan quand même. Hein, c'était avant, 2-3 ans avant, je pense. Voilà. Et c'est en lien avec la structure de production et de développement de diffusion régionale qui s'appelle Pictanovo à Lille. Et donc c'est une collaboration, on peut dire, entre la structure financée par la région et la commune de Dunkerque. Et c'est bien aussi une stratégie de communication. D'accord. Et une forme d'urbanisme, mais qui correspond à l'exotisme, je ne sais pas, souhaité aujourd'hui dans les séries, où... C'est bien commun quand même, parce que c'est une nouvelle esthétique qu'on trouve dans pas mal de séries, et du coup, Dunkerque, en plus il y a une décentralisation quand même des tournages par rapport à Paris, et Dunkerque est rentré dans le catalogue des sites de tournage opérationnels rapidement, parce que tout est là en place, en termes logistiques, accueil, etc. Voilà, c'est quand même un business qui... Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se lie à tout ça, c'est le fait qu'historiquement il y avait le CRAV, le Centre de ressources audiovisuelles, là, de ressources il y a 2R, AV, qui a été un lieu, un producteur exécutif très fortement financé par la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, qui a drainé une économie du cinéma très très importante dans la région, qui a donné lieu à énormément de tournages et qui a en fait, de façon assez incroyable, je ne pense pas que c'était une visée directe de la région, qui a progressivement transformé l'image de la région. Alors, pour moi, il y a un moment séminal qui est Bienvenue chez les Ch'tis. On en pense qu'on en veut de ce film-là, mais Bienvenue chez les Ch'tis avec tous les poncifs qu'il véhicule, etc. Et ce qui est quand même très très intéressant, alors on est amené à en parler dans un autre cadre avec Carolina,
on a réalisé que Cadmerade, qui est l'acteur principal, c'est aussi l'acteur principal de l'assistant carillonneur de Bienvenue chez les Ch'tis, au Beffroi-de-Berg. Donc du Beffroi-de-Berg au Beffroi de Dunkerque, il y a le Beffroi. Et le Beffroi, comme les étudiants l'ont remarqué, c'est vraiment leur fait. Enfin, à un moment, on a pris cette image, c'est que le Beffroi, c'est comme une sorte de crayon dressé, et il y a un élastique qui tourne et qui fait que de Paris à Dunkerque, on est toujours tiré par le Beffroi, qui est l'identificateur absolu de ce qu'est la ville, etc., la ville franche, etc., du Nord, historiquement. On pourrait faire un autre parallèle, c'est Bienvenue chez les Ch'tis, avec de l'autre côté, Plus belle la vie. C'est-à-dire là, on est vraiment aussi dans une certaine forme d'identification d'un Heimat et compagnie. Enfin, Moi, je trouve, vous avez dit un mot vachement important, vous avez dit exotisme. Moi, pour moi, c'est un mot extrêmement important pour comprendre le choix de ce genre de choses. Dans l'exotisme, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher quelque chose d'étranger, mais on va sortir dans quelque chose qui est ordinaire, on va sortir ce qui ne l'est pas, ou ce qui peut faire icône. Et on n'a que des icônes. En fait, dans ce genre de série, on n'a que des icônes qui veulent raconter quelque chose que les gens ont envie de voir. Donc c'est quand même intéressant de comprendre ce qui est sorti. Ce qu'on voit d'ailleurs, ce type de mosaïque est vachement intéressant parce que on est en plein là-dedans, on est en plein dans l'exotisme. L'architecture contemporaine s'exprime aussi dans une série comme celle-là. Tu vois, elle a vraiment pignon sur rue. Oui, mais je ne dis pas le contraire. C'est pas, l'architecture contemporaine peut être totalement dans l'exotisme aussi. Hein. Oui, elle fut elle-même de qualité. Oui, absolument. Oui, ça peut être totalement absorbé par ce design des séries. Et par leur... Oui, absolument. Ouais. Et parenthèse, le CRAV, qui est l'ancienne structure associative qui menait donc toute la politique audiovisuelle sur la région, ça c'est un truc ancien, comme d'autres régions en France l'ont. On parle de Marseille, enfin de Bordeaux, voilà, est devenu Picta Novo. Et malheureusement, tout le soutien à l'expérimentation, à l'expérimentation audiovisuelle au sens large, c'est beaucoup réduit depuis que Picta Novo fait de l'accompagnement de production lourde, comme celle-là. Donc il y a beaucoup moins de place. Il y avait un fonds associatif. Le fonds associatif permettait à des jeunes étudiants, voire des anciens étudiants, de bénéficier d'une aide. Elle est toujours là, le fonds est toujours là, mais il est beaucoup plus réduit qu'avant. Picta Novo, c'est vraiment un outil au service de la région, avec la promotion de la région. Peut-être ce qui serait bien, avant de laisser la parole, il nous reste 5 minutes, avant de laisser la parole au groupe stéphanois, s'il y avait un étudiant ou une étudiante, ce serait quand même bien, d'autres groupes, d'autres écoles, si elles souhaitaient s'exprimer ou questionner le travail. Il faut quand même souligner la qualité. Enfin, je veux le dire quand même aussi, bravo pour votre travail. Cette intelligence du site aussi que vous avez mise en place comme un autre média, un média sur le média, quand même, avec sa profondeur sémantique et cartographique et iconique. Ça donne envie d'interroger les scénaristes de la série et ceux qui ont fait cette série par rapport à ça. Figure-toi qu'on les a invités, qu'ils ont décliné l'invitation au séminaire. C'est quand même intéressant. Non, c'était pas ici, mais on les avait invités dans nos... Enfin, ici, ça fait encore moins venu. On aurait pu inviter Cadmerade, ça aurait été plus... Parce qu'à un moment, du coup, comme vous n'avez pas pu venir sur site, vous avez travaillé sur Maps, c'est ça? Et nous aussi, on a eu un atelier qui était donc en immersion, paysage à rebours, j'en ai parlé tout à l'heure. Et en fait, les étudiants aussi privés d'aller in situ, alors que c'est le principe de cet atelier de recherche, en fait, ils ont aussi travaillé sur Maps et sur Street View. Et tout d'un coup, ça a un petit peu transformé la méthodologie de projet, mais c'est quelque chose qu'ils vont retenir à l'avenir et que maintenant, ça va être une méthode qu'ils intègrent à leur process à venir. C'était différent de l'in situ physique,
mais ça leur a apporté d'autres choses en termes de cartographie, mais aussi d'autres visions des quartiers. Enfin, il y a tout un truc qu'ils ont développé là-dessus. Et ça, c'est un des points, je veux dire, positifs, enfin, si on peut dire, de cette absence de présence. Voilà. Qui a généré une nouvelle méthode de travail pour eux. Je ne sais pas si ça va être très pertinent, mais c'est une question par rapport aussi à votre méthodologie. Est-ce que vous, en analysant justement des séries comme ça sur la politique, est-ce que vous avez regardé Marseille? Et est-ce que vous avez cherché à prendre du recul ou cherché à faire des séminaires justement par rapport à une série qui pour le coup porte le nom en plus de la ville et voir par rapport à l'architecture et aux formes de pouvoir comment elle pouvait prendre place dans une autre ville et par rapport à d'autres scénarios et d'autres... Moi, il me semble qu'au contraire, il y en a certains d'entre vous qui avaient déjà travaillé sur des films. Je pense par exemple à Fouet Lucia et sur la relation entre l'architecture et le film. Peut-être que vous pourriez... Filme-toi. Ça fait un carton. Oui, donc c'est vrai que pour mon rapport de licence, j'avais travaillé sur Hunger Games notamment, Snowpiercer et une BD qui s'appelle Golden City. Et j'avais essayé d'identifier la relation entre l'organisation spatiale, l'urbanisme d'une ville et comment celle-ci pouvait avoir un impact sur le mode de vie des sociétés, des habitants. Et c'est vrai que dans le film, tout est dupliqué, tout est extrémisé. Et donc c'est vrai qu'on identifie mieux la relation entre une organisation spatiale et comment elle impacte les usagers, les habitants d'une ville. Je ne sais pas si je donne un exemple ou... par exemple, dans Hunger Games, donc on a le Capitole, donc, qui est une grosse plateforme où se déroulent tous les enjeux politiques avec le président, etc. Et on a qui sont complètement, qui sont compressés entre... En fait, on a donc d'un côté le Capitole et de l'autre côté les districts. Et en fait, on remarque que les districts sont complètement mis à l'écart du Capitole, qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès pour aller des districts au Capitole et que cet accès, il est contrôlé par le Capitole. Donc là, on voit qu'il y a une forme d'organisation spatiale qui s'est mise en place pour contraindre les habitants des districts à, en quelque sorte, obéir au Capitole, puisque eux, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas accès aux ressources, etc., qui sont gérées par le Capitole. Enfin bon, après, c'est tout un... J'ai fait un très, très, très gros résumé, là, parce que, bon, en vrai, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est pour donner un ordre d'idée.